Avec nos débatteurs ce matin, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Alex Darmon, journaliste politique et youtubeur, c'est la chaîne Les Indécis. Bonjour. Et puis Thierry Guerrier, journaliste politique, éditorialiste tous les vendredis matins sur Sud Radio. Bonjour, on ne présente plus Thierry. Thierry, bonjour Thierry. Ce matin, on va parler de ce séminaire gouvernemental. Elisabeth Borne réunit le gouvernement en ce moment même, les priorités, la méthode, la communication. Il y aurait pas mal de boulons à serrer après les débuts compliqués de ce nouveau gouvernement, entre le feuilleton Damien Abad, les cafouillages sur le calendrier du paquet pouvoir d'achat et les sorties du ministère de l'Intérieur sur les petits excès de vitesse. Les Français ne sont pas convaincus du casting, si on en croit les sondages. Elisabeth Borne est-elle bien la patronne? On en débattra. L'hôpital en crise, encore et encore. Des urgences qui ferment la nuit, des soignants qui révèlent leurs fiches de paye et une nouvelle ministre de la Santé accusée de coller la poussière sous le tapis. Le Qatar, pointé du doigt à 6 mois de la Coupe du Monde. Amnesty International dénonce depuis longtemps le sort qui est fait aux ouvriers et le non-respect des droits de l'homme dans cet émirat. Et l'émir du Qatar vient, lui, de dénoncer une discrimination anti-arabe et anti-musulmane. On commence par vos coups de cœur, vos coups de gueule. Samuel Lafont. Oui, alors moi j'ai un coup de gueule particulier sur l'état du soft power français. Donc c'est l'influence de la France dans le monde, pour dire les choses rapidement. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on vit sur des acquis. J'ai en tête un article de 2017 qui expliquait que la France était arrivée dans le top en termes d'influence dans le monde. Et finalement, on voit ce qu'il en est quelques années après. Et c'était sur des critères en plus d'ouverture de tolérance qui étaient un peu vagues. On dit souvent que la France vit du tourisme, on dit qu'elle est connue pour sa gastronomie, on dit qu'elle est plutôt aimée dans le monde. Mais on a du mal à percevoir quelle est la stratégie du gouvernement, mais pas seulement de ce gouvernement, en fait des politiques français depuis des années, pour faire en sorte qu'émerge quelque chose de nouveau dans le monde, pour faire apprécier la France. Je vous donne quelques exemples. On parlait du Qatar, on va en parler tout à l'heure. Le Qatar joue sur sa diplomatie sportive à fond, partout, avec l'organisation d'événements et en étant en investissant dans des clubs de sport. On a le Japon qui a réussi, après les années 90, à faire connaître le manga dans le monde entier, à faire Cool Japan. Donc Cool Japan, c'est donner une image du Japon qui promeut sa culture au niveau du jeu vidéo, sa culture des animés, sa culture du manga. Il faut savoir que la France, par exemple, on est très consommateur de ce que nous vend le Japon, vu qu'on est le deuxième pays consommateur de manga en volume. Derrière le Japon, on est devant les États-Unis. On va dire qu'on achète énormément de mangas, donc de culture étrangère, culture japonaise. La Corée avec l'Hallyu, donc c'est la K-pop qui a envahi le monde en quelques années, alors qu'il y a encore 10-15 ans, très peu de monde écoutait de la K-pop. Ouais. À part un petit peu au Japon, mais dans le monde entier, on n'écoutait pas de K-pop. Maintenant, vous avez de la K-pop partout. Vous avez des séries comme Squid Game qui sont vues dans le monde entier et qui, d'une certaine manière, peuvent promouvoir des valeurs, peuvent promouvoir un pays, ça donne envie d'y aller pour le tourisme, etc. Et en fait, là, on a du mal à voir. Moi, je sais que je suis allé à plusieurs conférences là-dessus, on a discuté avec des spécialistes, et en fait, on nous disait qu'on avait un réseau important de diplomatie à l'étranger, qu'on a évidemment des discussions, qu'on a l'habitude d'être dans le monde, en fait, que la France a l'habitude d'être dans le monde, mais que là, on a du mal, en fait, à avoir quelque chose de nouveau pour les années à venir. J'espère qu'en fait, on va réussir à l'impacter, à libérer nos énergies, faire en sorte qu'on ait du nouveau contenu qui soit diffusé un maximum à l'étranger. Thierry Guerrier. Oui, moi j'ai un coup de gueule qui va aller, qui fait écho en tout cas à celui de Samuel Lafont. C'est un coup de gueule contre les projets délirants d'Anne Hidalgo qui persistent et signent. Vous savez que la maire de Paris avait fait mine de reculer à propos du projet du Champ de Mars, d'aménagement du Champ de Mars et d'abattage d'arbres centenaires en particulier. Et après la bronca que ça avait suscité, y compris à gauche, chez les personnalités parisiennes de gauche, dans son propre camp, elle avait dit non, on va modifier les choses. Emmanuel Grégoire, son adjoint, avait dit oui, c'est vrai, il y a un arbre centenaire dans le lot, on va modifier le projet. En vérité, il semblerait, le Figaro le disait ce matin, que ce projet est toujours là. Et ça va dans le sens de ce que disait Samuel Lafont, parce que, par exemple, une des étoiles qui font briller la France et qui attirent les touristes à Paris, qui était la première destination avant le Covid, 87 millions de touristes venaient en France et passaient par Paris systématiquement, quasiment systématiquement. Bon, mais c'est un patrimoine qui est en déshérence, en tout cas le patrimoine parisien. Anne Hidalgo n'a pas le droit de saccager Paris qui appartient à tous les Français.
Samuel? Mais je suis tout à fait d'accord. Non seulement on n'innove pas pour la suite, mais en plus on est en train d'abîmer ou de détruire ce qui faisait qu'il y a des étrangers s'intéressaient à notre pays. Donc pour l'avenir, il faut voir les choses plutôt en noir, malheureusement. Et on passe la parole à Alex Darmon avec encore un coup de gueule, ce matin, contre le cyberharcèlement de Magali Berda. Oui, moi c'est un coup de gueule contre le cyberharcèlement que subit Magali Berda. Je l'avais dit à ce micro, j'avais pas du tout aimé son émission politique sur les réseaux sociaux où elle avait reçu Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. J'avais trouvé ça un peu déplacé et je l'avais dit tout à fait librement. Et là ce matin, je vais prendre sa défense parce qu'elle est cyberharcelée depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois par un rappeur qui s'appelle Booba, le duc de Boulogne, et elle subit vraiment des insultes incroyables qui sont générées et qui sont entraînées par ce rappeur parce que il la traite d'arnaqueuse, parce que il est pas d'accord avec ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le cyberharcèlement, c'est quand même quelque chose de dramatique, vraiment. C'est-à-dire que 20% des jeunes, des jeunes élèves, des élèves de CE2 à la terminale, estime avoir été victime de cyberharcèlement, que ça provoque des suicides vraiment très souvent dans les classes en France. Et donc, quand vous lisez les insultes que subit Magali Berda, elle a peur pour ses enfants, elle le dit. Elle a peur que ses enfants soient agressés en sortant, des insultes antisémites. Bref, en tout cas, je veux juste dire ce matin aux parents qui sont aussi les premiers garants de la bonne santé de leurs enfants, de faire attention et de faire attention au fait que leurs enfants soient sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas de leur âge, toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, le cyberharcèlement, c'est quelque chose de dramatique. Il faut faire hyper attention et surtout, il faut dénoncer ce que Magali Berda est en train de subir aujourd'hui. Et la plus grande prudence, effectivement, du côté des parents. Yves Damécourt, vous avez vous aussi un coup de gueule ce matin, c'est contre la sécheresse qui a un impact terrible sur notre agriculture. Oui, bonjour à tous. Hier, le ministre de l'Agriculture était en déplacement dans le Loiret pour dire que le changement climatique et la sécheresse appelaient des réponses fortes. En fait, ça fait 40 ans que les ministres se succèdent et disent qu'il faut amener des réponses fortes à ce souci. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas, les réponses fortes, et qu'on continue à empêcher en fait les agriculteurs de faire ce qui est le bon sens, c'est-à-dire de stocker l'eau l'hiver pour l'utiliser l'été. La France ne devrait pas manquer d'eau, puisqu'en fait, il y a 200 milliards de mètres cubes d'eau qui arrivent en France chaque année, soit par les pluies, soit par les fleuves que nous partageons avec nos voisins. Et donc, l'irrigation, elle consomme 4,7 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire 2,35% de cette eau qui nous arrive du ciel. Et donc, aujourd'hui, il faut avoir un grand plan d'irrigation nationale pour justement stocker cette eau l'hiver quand elle ne manque à personne et l'utiliser l'été. Il faut le faire avec les scientifiques, avec les spécialistes des nappes, etc., avec les spécialistes des rivières. Ce stockage de l'eau, il permet aussi de maintenir l'étillage des rivières, puisqu'aujourd'hui, il y a des rivières qui sont quasiment sèches en été, et grâce à ces stockages d'eau, on peut aussi réguler le rythme des rivières. Je rappelle que... Oui, Elisabeth Borne était effectivement en déplacement hier dans le Loiret à la rencontre d'agriculteurs et pour parler de ce sujet de la sécheresse, elle a annoncé un certain nombre de dispositifs et notamment l'ouverture dès lundi du guichet pour les aides aux éleveurs confrontés à des pénuries d'alimentation animale, c'est 400 millions. Thierry Guerrier, vous vouliez réagir à ce sujet, ce sera juste après les infos de 11h. À tout de suite. Tout à l'heure. Avec nos débatteurs, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Alex Darmon, journaliste politique avec sa chaîne YouTube Les Indécis, et Thierry Guerrier, journaliste politique, éditorialiste sur Sud Radio. Avant les infos, Yves Damécourt a poussé son coup de gueule contre la sécheresse qui impacte nos agriculteurs et Thierry Guerrier, vous vouliez réagir. Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une dimension essentielle aujourd'hui, c'est la solidarité qu'on doit avoir avec les agriculteurs. Tous les agriculteurs, de toutes les formes d'agriculture, y compris celles qu'on appelle un peu bêtement industrielles, c'est-à-dire celles qui avec des méthodes qui datent des années 70, qui ont été modifiées, réformées, pour avoir moins d'intrants, par exemple moins de pesticides dans les terres, mais qui répondent aussi à des obligations qui est de fournir du volume. Parce que le président de la République l'a bien noté, quand il a parlé de famine, c'est la FAO, l'Organisation internationale de
de la nourriture, de l'alimentaire, de l'agriculture, qui siège à Rome, qui est l'Organisation des Nations Unies, qui la première a récemment, depuis la guerre, montré les risques d'impact sur l'ensemble de la production agricole mondiale, le blé notamment, et les céréales, des risques considérables, notamment pour l'Afrique et l'Inde. On parle de risque de famine. Hein. C'est ça, exactement. Et alors, à cet égard, solidarité avec les agriculteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question de l'eau, les écologistes radicaux qui, pour des raisons idéologiques, considèrent qu'il faudrait réduire la production agricole, vous entendez bien, il faudrait que nous réduisions la production agricole et qu'on laisse des terres en jachère, et bien par exemple, ils s'opposent violemment à la présence de baïnes, de retenues d'eau, et ça, Monsieur Damécourt, j'ai oublié son prénom, Yves Damécourt, voilà, merci, a raison de vouloir qu'on réaffirme cette solidarité. Mais je voudrais lui dire que, de ce point de vue, je vais prendre la défense de la Macronie, mais Julien de Normandie, qui est le ministre sortant, qui était ministre de l'Agriculture, a été très proche des agriculteurs, il est fils d'agriculteur lui-même, et il les a défendus quand ils ont été agressés. Il a pris des mesures avec la FNSEA pour pouvoir défendre ces retenues d'eau. C'est une mécanique qui est longue à mettre en place, et il faut évidemment aider les agriculteurs à se défendre. Le président de la République, dans ses promesses, quand il était candidat, là, pendant la campagne électorale, a proposé, nous a annoncé qu'il allait créer 200 gendarmeries supplémentaires en secteur rural pour pouvoir protéger les agriculteurs auxquels on vole aujourd'hui leurs animaux, leurs potagers, leurs vergers. Voilà, ça c'est des choses dont il faut avoir conscience. Bon, il faut espérer que Marc Fesneau, le nouveau ministre de l'Agriculture, sera dans la foulée de Julien de Normandie, solidaire et efficace pour défendre les agriculteurs. Yves Damécourt, vous avez suivi le déplacement d'Elisabeth Borne hier dans le Loiret. Elle était flanquée du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et de la ministre de la Transition écologique. Qu'est-ce que vous avez retenu des annonces faites à l'occasion de ce déplacement? D'abord, je suis d'accord pour dire que Julien de Normandie était un ministre qui comprenait bien les enjeux de l'agriculture. Malheureusement, il était 16e dans l'ordre protocolaire du gouvernement et Barbara Pompili était numéro 2. Donc, en fait, il y a toujours, si vous voulez, dans ces gouvernements, un espèce de « en même temps » qui fait qu'on n'avance pas beaucoup. Et le fait que hier, le ministre de l'Agriculture soit accompagné des ministres chargés de l'écologie, fait que en fait, le discours est toujours biaisé. C'est-à-dire que le ministre a dit oui, il faut être solidaire des agriculteurs, mais il faut se préoccuper du partage des ressources en eau. Il faut faire les deux à la fois. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de problème de ressources en eau en France. La qualité de l'eau n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui, même si on a encore des progrès à faire. Et qu'il n'y a pas de problème de ressources. Et l'eau, contrairement à ce que disent les écologistes, ne se consomme pas. L'eau, elle circule. L'eau, elle passe par les plantes, elle retourne au milieu naturel, elle s'évapore, elle transpire, etc. Et donc, quand les gens disent qu'il faut réduire notre consommation en eau, ça n'a pas de sens. Quand un directeur d'agence de l'eau à Dour-Garonne explique qu'un kilo de vache, c'est 15 000 litres d'eau consommée, enfin, ça n'a aucun sens. Tout ça, ce sont des inventions. La notion de limite aussi que Greenpeace est en train d'expliquer aussi en disant que la Terre a consommé ses limites en eau verte et en eau bleue. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut protéger l'eau, il ne faut pas la polluer, mais les ressources en eau, elles sont constantes au niveau de la planète. Mais c'est nos limites, voilà. Ça veut dire que allons-y, remplissons les piscines? Non, c'est pas nos limites, remplissons les piscines, mais ça dépend des régions d'ailleurs. La région où était le ministre hier, qui est le Loiret, qui est le centre de la France, a un problème aujourd'hui pour amener l'eau jusqu'aux cultures. Et donc, il y a des pays qui ont fait des efforts, qui ont travaillé sur ces sujets-là. Le sujet des bassines dans les Deux-Sèvres et en Charente est un sujet intéressant, mais effectivement, ils ont en face d'eux des écologistes qui viennent détruire les bassines qui ont été décidées par arrêté préfectoral, qui viennent brûler les bâches qui ont été mises dans les bassines. Ces bassines sont faites pour stocker l'eau l'hiver et l'utiliser l'été. On a des débats en France qui sont hallucinants et qu'on n'a nulle part ailleurs. La famine n'a jamais été aussi peu élevée dans le monde qu'aujourd'hui, mais par contre, avec la guerre en Ukraine, il y a une alerte internationale sur la consommation de blé dans le monde.
Et donc, si on avec commence des cours qui s'envolent à plus de 400 € la tonne. Hein. Oui, mais Thierry, par exemple. Thierry Guerrier. Oui, mais écoutez, il faut être réaliste. Damécourt a totalement raison. Ouais. Je vous donne un exemple des dégâts de cette idéologie pseudo-écolo. Les élus Europe Écologie Les Verts, de la région Centre-Val de Loire, qui participe avec le PS à la majorité de cette région et qui la gère, qui refuse notamment les retenues d'eau naturelles ou non. Eh bien, il s'oppose aujourd'hui au maintien de certains étangs qui ont 200-300 ans d'existence, qui ont été au départ évidemment des retenues d'eau artificielles, mais qui sont entrés aujourd'hui dans la culture de la Sologne. Ils veulent les fermer. Ils veulent les fermer parce qu'ils considèrent que ce sont des retenues d'eau qui seraient artificielles et qui ça fait des dégâts considérables en réalité. Bon, on verra comment s'articulent les feuilles de route du nouveau ministre de l'Agriculture et de sa collègue à la transition écologique. On en reparlera puisque ces feuilles de route sont justement distribuées ce matin à Matignon. Moi, j'avais un coup de gueule. Ça pourrait inspirer le scénario d'une aventure d'Indiana Jones et ça s'appellerait Le mystère de la stèle de Toutankhamon. Vous savez que l'ancien président-directeur du Louvre est mis en examen dans le cadre d'une enquête internationale sur un vaste trafic d'antiquités. La pièce maîtresse de cette affaire, c'est justement une stèle en granit rose gravée au nom du pharaon Toutankhamon et elle est exposée au Louvre d'Abu Dhabi. Elle a été achetée en 2016 avec plusieurs autres objets pour 15 millions d'euros et tout porte à croire que le trésor a été purement et simplement volé en profitant du printemps arabe en Égypte en 2011. Là-dessus, plusieurs experts et marchands se seraient chargés de produire de faux certificats et ce sont les mêmes qu'on retrouve dans la vente d'un sarcophage au Metropolitan Museum de New York, le Met, qui a rendu depuis ce sarcophage aux Égyptiens mais qui s'est quand même fait rouler de 3,5 millions d'euros au passage. Alors, Jean-Luc Martinez, l'ancien patron du Louvre, a-t-il trempé dans ces magouilles? A-t-il été simplement négligent? C'est ce que le juge d'instruction verra. En tout cas, c'est une affaire très embarrassante pour le ministère de la Culture et pour le Quai d'Orsay, d'autant que M. Martinez avait été nommé l'an dernier ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. Maintenant, j'ai envie de dire, si on commence à regarder l'origine des œuvres dans tous les musées du monde, on n'a pas fini de s'interroger et on va trouver bien des histoires moches. Au total, selon une étude officielle, 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique se trouve aujourd'hui en Occident, dans les grandes collections des musées. Ça vous inspire? Vous regardez d'un œil différent les trésors exposés dans les musées que vous visitez? Samuel Lafont? Je vais vous dire, ce que vous apportez là comme coup de gueule, ça me fait penser au sujet de l'image de la France, encore une fois. Quelle image est-ce qu'on va avoir? Alors, on a la même chose dans tous les musées du monde. Hein. Oui, mais pour l'instant, on parle du Louvre et de la France. Le fait est que rationnellement, vous pouvez vous dire que c'est la même chose dans tous les musées du monde. Là, il y a le Met qui a également été... Là, on parle du Met et de la France. Ouais. Donc même si ça se passe de la même manière ailleurs, et c'est pas souhaitable, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore la France qui est mise en cause. Ouais. Enfin, vous savez que les Grecs continuent de demander aux Britanniques de rendre les marbres du Parthénon qu'ils ont au British Museum. Donc finalement, c'est international. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Thierry Guerrier, rapidement. Je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où nous venons tous. Et il s'agit d'avoir la mémoire et la connaissance de son histoire, y compris des moments d'affrontement entre les peuples. Ça s'appelle par exemple la colonisation, avec le meilleur et le pire. De ce que, par exemple, ce mouvement-là, humain, à un moment donné, de domination, de combat, a apporté pour toutes les nations. Et il y a un personnage, j'étais pas un grand fan de Jacques Chirac, mais il y a un personnage quand même qui, dans la classe politique française, a tenté d'essayer de lier, de maintenir des liens entre les différentes rives, par exemple, de la Méditerranée, à travers le musée des Arts Premiers. C'est-à-dire que Jacques Chirac a été de ceux qui ont tenté de donner à nouveau pignon sur rue de façon notable et noble même aux Arts Premiers et au peuple dont ils sont la culture. Il a essayé de leur donner un écrin à Paris. Il y avait un objectif qui était... Plutôt que d'éviter la violence, le choc des exigences, de revendications dont on ne sait pas toujours sur quoi elles sont fondées, eh bien, à part celle-là peut-être, eh bien, l'idée c'était de redonner leur part de noblesse à chacun. Voilà. Et l'an dernier, il y a quelques mois, Emmanuel Macron a rendu au Bénin 26 trésors qui avaient été pillés par les troupes coloniales et qui étaient conservés au Quai Branly, justement. Exactement. Voilà. D'un mot, peut-être Alex Darmon.
Non, mais pour revenir sur le soft power dont on parlait Samuel Lafont, pour moi, c'est ça le vrai pouvoir de la France, c'est la culture. Et donc effectivement, quand on voit toutes ces polémiques, on peut que s'en inquiéter. Et il faut voir maintenant, c'est un travail de justice, c'est la justice qui fera son travail et qui dira si oui ou non il y a eu fraude. Moi, j'en sais absolument rien, je suis pas assez compétent pour vous donner mon avis là-dessus. On se retrouve dans un instant et on parlera de ce séminaire gouvernemental organisé aujourd'hui, vendredi du Pont de l'Ascension, à Matignon. Avec nos débatteurs, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Alex Darmon, journaliste politique qu'on retrouve sur sa chaîne YouTube Les Indécis, et Thierry Guerrier, journaliste politique et éditorialiste à Sud Radio. On vous entend tous les vendredis matins, cher Thierry. Alors, y a-t-il du mou dans la corde à nœuds du nouveau gouvernement ? Aujourd'hui, tous les ministres se sont retrouvés à Matignon pour, je cite, définir les feuilles de route des différents ministres et partager la méthode gouvernementale. Un séminaire de travail, en quelque sorte, le vendredi du Pont de l'Ascension, pour bien montrer que Elisabeth Borne et son équipe sont à la tâche. Peut-être aussi pour essayer de sortir d'une mauvaise séquence depuis la nomination des nouveaux ministres, entre l'affaire Damien Abad qui a beaucoup monopolisé l'attention, le devoir de réserve qui complique évidemment les prises de parole des ministres avant les législatives, et puis un peu de cafouillage, on va dire, dans l'annonce du calendrier du paquet pouvoir d'achat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la communication gouvernementale est un peu compliquée, Thierry. Oui, moi je crois que les Français c'est un lieu commun, on a cette formule souvent à la bouche, et pourtant je la crois vérifiée. Les Français, c'est un peuple politique, passionné par la politique, et qui regarde, alors peut-être que beaucoup s'abstiennent au moment des élections, plus qu'autrefois bien sûr, mais même les jeunes sont intéressés, les nouvelles générations sont intéressées par la politique, et ils suivent ça de près. Et je pense que les Français n'ont pas beaucoup apprécié le temps qu'Emmanuel Macron a pris pour nommer un Premier ministre, une Première ministre en l'occurrence, puis ensuite, dans la foulée, une semaine supplémentaire. Il a fallu 3 semaines, 1 mois, puis une semaine supplémentaire avant qu'on voit... et puis là, on nous dit encore que les chefs de cabinet sont pas encore installés, donc ça prend encore quelques jours. Première chose, on a été habitué à un timing beaucoup plus rapide, un rythme politique beaucoup plus rapide, et ce depuis au moins 40 ans. Alors oui, le président de la République, le premier de la 5e, le président de la République, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a mis 20 jours une fois à choisir son Premier ministre, Georges Pompidou. Très bien. Mais dans la réalité, on a eu du temps, et on a eu, alors que tout repose sur un binôme de l'exécutif, le président et le Premier ministre, ce binôme n'a pas fonctionné pendant 1 mois. Eh bien, pour aboutir à quoi ? À une équipe que les Français trouvent pas si enthousiasmante que ça. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'ils disent tout ça pour ça. Alors attention, il faut leur laisser le temps de s'installer. Une femme très compétente, une ingénieure, polytechnicienne, une technicienne, elle fait pas ou très peu de politique. Bon, eh bien ça aussi ça joue. C'est-à-dire que la politique c'est pour le président, peut-être un peu la Première ministre de temps en temps. Les autres, c'est de très bons experts, en tout cas réputés comme tels. Agnès Pannier-Runacher, par exemple. Marc Fesneau à l'agriculture qui connaît un peu ces sujets-là. Voilà la réalité. Mais la réalité, c'est que ça a un impact. C'est que les Français peuvent dire... Je laisse faire, je laisse voir. Ça fait pas rêver a priori. Ça fait pas rêver. Voilà. Alex Darmon, c'est une première semaine ratée pour ce gouvernement. Non mais moi je suis toujours ces analyses, pour moi c'est des analyses effectivement de nous éditorialistes, de commentateurs politiques. Mais la politique c'est pas ça. La politique c'est une campagne, une législative qui arrive. Je veux dire, Emmanuel Macron, président de la République, il a gagné sa campagne tout seul. Oui, si vous voulez. Mais en tout cas, il a gagné sa campagne en faisant campagne tout seul. Emmanuel Macron pour la présidentielle, il a fait campagne sur un temps resserré. Alors pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'on peut connaître. Ça a marché cette fois-ci aux législatives ? Mais moi, honnêtement, j'en sais rien. Mais je me dis que lui, il se dit que ça a marché et qu'il a envie de continuer à faire comme ça pour que ça continue à marcher. Voilà. Et franchement, quand on regarde les sondages, quand on regarde l'engouement politique des Français auprès de ce gouvernement, vous l'avez dit, mais parce qu'en fait, on est passé à autre chose, parce que les Français ne sont plus concernés par ça, et surtout parce qu'on sait que les législatives, clairement, ne sont pas une élection importante pour les Français. On sait que presque moins d'un Français sur 2 va aller voter, ou un tout petit peu plus d'un Français sur 2 va aller voter. Donc lui, il a juste à convaincre ce Français sur 2 qui va aller voter. Et surtout, l'histoire de la Ve République, c'est laquelle ? C'est de dire que, en fait, les Français votent
dans la suite du candidat qu'ils ont choisi pour la présidentielle. Plus d'un Français sur deux, pour le coup, dit vouloir un gouvernement qui ne serait pas celui du président. Alors, oui, mais entre majorité. Oui, mais je suis d'accord, mais entre vouloir une majorité et aller voter et être concerné, vous savez, il y a une grande différence. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de se dire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est qu'il a gagné sa campagne présidentielle en faisant campagne objectivement 1 mois maximum, et qui va gagner sa campagne législative en faisant campagne pendant 2 semaines et demie maximum. Et je terminerai juste par une chose, c'est de dire ce gouvernement, vous savez, on a l'habitude de dire un gouvernement de combat. Moi, je déteste ce mot, un gouvernement de combat. Mais en fait, c'est un ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un gouvernement de transition. Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron? Il s'est acheté du temps. Il s'est dit simplement, j'ai pas réussi à faire mon casting idéal. J'avais pas réussi à mettre les gens que je voulais mettre à un moment donné à une place précise parce que j'ai pas réussi à les convaincre. Donc je vais gagner du temps. Je vais prendre 1 mois pour convaincre des noms importants de rejoindre mon équipe gouvernementale. Pour moi, c'est tout. Là, on est dans une fausse campagne. On le voit bien, d'entre 2 tours, d'entre 3 tours pour certains. Et puis on verra bien le résultat au mois de juin prochain. Mais j'y reviendrai peut-être, si Thierry me le permet, dans un instant après Samuel Lafont. Et je pense que cette situation en soi est dramatique. Je dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Samuel Lafont, votre regard sur ce casting raté ou pas du gouvernement Borne et peut-être la possibilité d'avoir un nouveau casting après les législatives, qui sait. Alors je mets de côté les législatives, mais effectivement, Emmanuel Macron n'a quasiment pas fait campagne pour l'élection présidentielle et il a été élu. Là, il espère avoir sa majorité à l'Assemblée nationale. On verra. Évidemment, j'appelle un maximum de Français, ici, en tant que porte-parole de Reconquête, à voter pour les candidats de la Reconquête. Mais clairement, Emmanuel Macron paraît confiant vis-à-vis des législatives. Moi, ce dont je veux parler, c'est du gouvernement. Le gouvernement, à mon avis, le gouvernement Borne, il pose 3 problèmes. Le premier problème, c'est que Emmanuel Macron a choisi de reconduire Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Leur bilan sur l'insécurité est catastrophique. Évidemment, ils prennent une situation qui leur précède. Mais leur bilan est catastrophique. Et on a l'impression qu'il y a une véritable déconnexion aujourd'hui entre la réalité de ce que vivent les Français et les mesures que compte prendre le gouvernement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur le pouvoir d'achat. Évidemment, Emmanuel Macron, son gouvernement, nous parle du pouvoir d'achat pour essayer de recueillir un maximum de voix avant les législatives. Mais ce qui s'est passé quand même pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, pendant le premier, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et pas pour rien, parce que justement, il y avait une déconnexion entre le pouvoir politique central, à Paris, et ce que ressentaient les Français au quotidien. D'ailleurs, ça a un lien avec ce qu'on va dire ensuite sur le sujet de l'hôpital. Et enfin, on parlait de communication gouvernementale. À quoi sert ce gouvernement ? Que veut faire ce gouvernement ? Quelles sont vraiment les grandes lignes d'Emmanuel Macron et de son gouvernement Borne pour la suite ? Et en fait, on a du mal à le voir. On a l'impression qu'il essaie de mettre, ce que disait Alex Darmon à l'instant, il n'a pas son casting idéal, mais on a du mal à voir ce qu'il veut faire avec tous ces gens-là. Yves Damécourt, pour vous, c'est un gouvernement de transition ? En fait, il y a un grand malentendu depuis qu'on est passé au quinquennat depuis qu'on a inversé le calendrier électoral en élisant les députés après le président. En fait, aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, le discours général, c'est qu'il y avait urgence à agir, notamment sur le sujet du pouvoir d'achat, sur un certain nombre de sujets graves. Et l'impression qu'on a depuis, c'est que finalement, il n'y a plus d'urgence, puisqu'on a mis 1 mois pour nommer un nouveau gouvernement, et que maintenant, le gouvernement, il n'y a pas de campagne électorale. On a l'habitude de dire que c'est dans les 100 jours après l'élection du président de la République que se font les grandes réformes importantes. On a déjà perdu 60 jours. Donc, je ne sais pas du tout où est-ce que tout ça nous mène. Alors les grandes réformes, par exemple, la réforme des retraites, on n'en parle plus là, avant les législatives. C'est totalement absent. Non seulement on n'en parle plus, mais on a reculé. La campagne présidentielle. Non, mais on en a parlé pendant toute la campagne présidentielle. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est dans les 60 jours que doivent suivre les réformes et tout, mais vous voyez bien l'immobilisme du pays. Effectivement, alors peut-être à cause du calendrier législatif, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, le calendrier, il est comme ça. Si le président de la République, Emmanuel Macron, et je prends pas sa défense en disant ça, mais c'est vrai, s'il avait avancé, s'il avait reculé les élections, on aurait dit, mais attention, déni de démocratie, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire, on touche aux élections, on touche aux institutions. En fait, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut suivre le calendrier législatif, il faut attendre. Pour répondre à Samuel Lafont, moi je pense que ce qu'il fait en proposant cette équipe aujourd'hui gouvernementale, c'est qu'il envoie des ministres au feu qui sont capables de gagner les élections législatives, de dire voilà, il y a des gens autour de moi qui sont capables de prendre des circonscriptions, de gagner, et donc d'être la légitimité du pays, et il y en a d'autres,
qu'on laisse en retrait, qu'on nomme ministre, mais qu'on n'envoie surtout pas aux élections législatives pour dire, finalement, eux, ça reste les ministres un peu phares du gouvernement, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, qui sont dans leur protocolaire les premiers, on les met pas en danger, mais par contre, après, on envoie quand même au jeu de la démographie les autres ministres et les autres secrétaires d'État, d'ailleurs, pas de secrétaire d'État, donc les autres ministres, pour montrer qu'on peut gagner des élections et qu'on est légitime à diriger le pays. Thierry Guerrier, de quelques mots, et on reviendra bien sûr sur ce sujet après la pause. Comment les Français analysent-ils tout ça et quels sont les dangers dont vous vouliez parler? Eh bien, écoutez, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard parce que ça demanderait un petit peu de développement. Mais je pense que Yves Damécourt et moi sommes à peu près sur la même ligne et on n'est pas dans la contradiction avec Alexandre Armand. On est plutôt dans deux registres différents et peut-être deux générations. C'est le grisonnant qui parle, le boomer qui parle face au jeune geeker qui est Alexandre Darmand. Mais en gros, si vous voulez, il y a une ligne qui explique que d'un point de vue purement de l'efficacité, et je suis d'accord avec ça, eh bien, le président de la République, lui, il fait avec le système qui, depuis que l'on a inversé, qu'on a ramené les deux mandats, le présidentiel et le débat parlementaire, le mandat parlementaire à 5 ans, et en les rendant concomitants, eh bien, on a déréglé le point d'équilibre de la Ve République, qui, à mon avis, est un point génial, et qui permettait de maintenir un régime parlementaire, modeste, certes, mais tout de même, avec un régime exécutif, où l'exécutif avait une capacité d'efficacité. Emmanuel Macron fait avec une réforme qui a été faite avant, et vous avez raison, c'est efficace. Le risque de tout cela, c'est que les minorités soient représentées dans l'Assemblée nationale, qu'une surreprésentation de la majorité présidentielle, si elle ne représente pas le pays réel, amène les oppositions à se radicaliser et les gens à s'opposer dans la rue. Cette réforme est un drame, je pense, pour la vie politique on y française. reviendra juste après la pause, et puis on s'intéresse peut-être aussi à ces candidats d'ensemble qui font le choix de ne pas utiliser les photos d'Emmanuel Macron sur leurs affiches et sur leurs tracts. À tout de suite. Avec nos débatteurs, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Alex Darmon, journaliste politique avec sa chaîne YouTube Les Indécis, et Thierry Guerrier, journaliste politique également et éditorialiste sur Sud Radio. Elisabeth Borne a donc réuni son équipe ce matin à Matignon pour un séminaire où devaient être distribuées les feuilles de route et où on devait parler de la méthode gouvernementale. Ça tarde un peu à se mettre en place, ce gouvernement. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, qui est à Brégançon, là, pour le coup, pour le pont de l'Ascension, paraît un peu absent ces derniers temps. On ne l'a pas vu faire de déplacement depuis pas mal de temps, depuis le 10 mai, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron cherche à se protéger des coups, Samuel Lafont? Moi, j'ai l'impression, on en parlait tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron se dit qu'il, sans faire campagne, il a été élu président de la République à nouveau, que là, il parie sur le fait d'avoir une large majorité à l'Assemblée nationale, et j'ai envie d'alerter les Français et tous les auditeurs de Sud Radio. Dans 3 semaines et dans un mois, donc le 12 juin, le 19 juin, allez voter aux législatives, parce que sinon on va se retrouver avec une assemblée avec une large majorité de députés d'Emmanuel Macron, et on va en prendre pour 5 ans. Si vous avez envie d'être représenté à l'Assemblée nationale, et donc pas seulement sur les plateaux télé, pas seulement à la radio, avec des porte-paroles, les gens qui défendent vos idées, si vous avez envie d'avoir des défenseurs de vos idées à l'Assemblée nationale qui participent au débat politique et à la construction des lois, il faut que vous alliez voter le 12 et le 19 juin. Thierry Guerrier, vous avez ce matin évoqué dans votre édito les derniers sondages d'opinion sur la cote de popularité de ce nouveau gouvernement et aussi sur ce que les Français souhaitent pour ces élections législatives. Donc une majorité voudrait plutôt une majorité qui ne soit pas celle d'Emmanuel Macron, mais si j'ose dire, une majorité ne fait pas une majorité. Oui, c'est ça, parce que le système électoral fait que le parti qui va être le plus puissant, qui aura le plus d'intentions de vote et d'électeurs, finalement, de suffrage, a toutes les chances au second tour d'être majoritaire et de remporter chaque circonscription où il sera présent. Alors ça peut être parfois un communiste, peut-être Éric Zemmour sur sa circonscription où il est candidat, un En Marche, Renaissance aujourd'hui, bon, très bien. Dans tous les cas, il est très important, en effet, je répète, à mes yeux, que l'expression politique de la majorité comme des oppositions se fasse
au sein du Cénacle qui est constitutionnellement fait pour ça et qui permet l'équilibre et qui permet d'avoir des tribunes. C'est l'Assemblée nationale, évidemment le Sénat aussi à certains égards, mais c'est le Congrès, c'est l'Assemblée nationale. Et pour ça, il faut que Samuel Lafont ait raison, au fond, qui est Éric Zemmour et d'autres députés, pourquoi pas Reconquête, et puis que l'équipe des NUPS obtienne un grand nombre d'élus parce qu'ils représentent aujourd'hui tout de même encore une force, la gauche. Il faut que ça existe, parce que sinon ce sera dans la rue. L'opposition s'exprimera d'une autre manière, sur un autre registre, qui peut être celui de la violence, et voilà, et c'est pas du tout celui que j'appelle de mes voeux. Yves Damécourt, on peut redouter aussi qu'effectivement, s'il n'y a pas une Assemblée nationale représentative des opinions des Français, de leur diversité, tout ça finisse par un nouveau mouvement des Gilets jaunes, par exemple, lorsqu'on viendra taper dans le dur avec la réforme des retraites à la rentrée, par exemple. Oui, c'est pour ça que nous disons aux Français, élisez des gens qui vous ressemblent. Parce que si vous n'élisez pas des gens qui vous ressemblent, eh bien, il ne faudra pas derrière se plaindre que l'Assemblée nationale fait passer des projets que vous ne souhaitez pas. Le mouvement de la ruralité présente 94 candidats dans des circonscriptions un petit peu partout en France, et on essaye de présenter des gens qui sont des gens qui ressemblent aux gens qui habitent dans ces circonscriptions. L'élection législative, ce sont 577 élections. En 2017, elle a été nationalisée, l'élection législative, à cause de ce système-là où les législatives suivent de très près les présidentielles. Cette fois-ci, est-ce que ça peut être différent parce que c'est une réélection ? Est-ce que ça change la donne ? Oui, absolument. Ouais. Oui, je pense que ça change la donne justement parce que c'est une réélection. Parce qu'en 2017, c'était un homme nouveau, qui était plus jeune, etc. Il y avait une espèce de volonté de changer tout. Et donc, il y a eu... en fait, en 2017, il n'y a pas eu une vague aux législatives. Le président de la République a maintenu son électorat et tous les autres électorats ont été divisés par deux. Ce qui fait que, par différence, finalement, eh bien, les candidats du président de la République ont été élus, non pas sur leur nom à eux, mais sur le nom du président de la République. Je pense que les choses ne seront pas les mêmes cette fois-ci. Alors justement, je pense qu'il y a eu un certain nombre de crises depuis. Justement, faut-il s'afficher aux côtés d'Emmanuel Macron quand on veut gagner les législatives ? Plusieurs candidats d'ensemble, la majorité présidentielle, ont fait le choix de ne pas utiliser les photos du président de la République sur leurs affiches et sur leurs tracts, ce qui n'est pas du tout du goût de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui les a rappelés à l'ordre. Omettre cette identification au chef de l'État est une erreur mettant en péril la constitution d'une majorité solide, a dit Richard Ferrand. Alex Darmon, est-ce que 2022 ressemble à 2017 ou est-ce qu'on est dans une équation totalement différente parce qu'il n'y a pas effectivement cet entraînement d'une première élection d'Emmanuel Macron qui sortait un bouquin qui s'appelait Révolution et qu'on est aujourd'hui dans autre chose. Pour le parti majoritaire, on est forcément dans autre chose. On est dans une réélection, dans 50 plus, c'est ce qui crie depuis le début de la campagne. Donc on est forcément dans autre chose. Maintenant, sur ces candidats qui ne veulent pas s'afficher avec le président de la République, qui est le chef de leur majorité pour le moment en tout cas, ils sont minoritaires au sein du parti. C'est aussi parce que c'est le jeu des alliances, que certains viennent du parti d'Édouard Philippe, Horizon, et qui décident qui, à leur sens, est plus légitime à mettre sur leur affiche. Maintenant, cette campagne, cette élection législative, moi, je vois deux points, en fait, qui sont importants depuis tout à l'heure dans nos débats. Cette campagne législative, effectivement, elle est différente, totalement différente, parce que c'est une réélection, et parce qu'aussi, en face, ce qui se passe dans les partis d'en face, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, vous avez une grande coalition de gauche, NUP, c'est aussi ça qui participe au fait que les Français ne comprennent plus rien, en vérité. Vous avez des dissidences au Parti Socialiste, quand vous avez une coalition qui s'appelle NUP, qui est censée être derrière Jean-Luc Mélenchon, ça aussi, ça participe au fait que les Français, ceux qui vont aller voter, ne comprennent plus pour qui il faut aller voter et en ont un petit peu marre, à mon sens. Aussi, il y a autre chose. Moi, j'écoute vos débats depuis tout à l'heure et je suis désolé, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais de dire qu'il faut de l'équilibre dans la Ve République, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, et je sais que Samuel Lafont le sait, le Sénat. Le Sénat, c'est important, c'est le bicamérisme de la Ve République, c'est ce qu'on appelle le système de bicamérisme de la Ve République, et il joue un rôle de contre-pouvoir. Et je suis désolé, mais le Sénat ne l'a jamais autant bien fait, aussi bien fait que depuis 5 ans. Et moi, ce que je regrette un petit peu, quand on a nos débats comme ça politiques, c'est qu'on parle, alors c'est normal, il y a des élections législatives qui arrivent au mois de juin, donc on parle de ces élections législatives, mais faisons de la pédagogie aussi, pour dire qu'il y a une autre chambre, que le Parlement
Parlement français, ce n'est pas que l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je suis désolé, non mais le Sénat a bloqué des lois depuis 5 ans. Très bien, mais c'est important de le dire. Si vous voulez, et c'est une force. Mais profite de l'Assemblée, profite des élections législatives, c'est-à-dire les élections, les 577 élections de députés, pour faire la pédagogie de l'ensemble du système du Congrès, du Parlement, très bien. Mais celle qui a toujours le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça nos institutions. Et donc, c'est une élection majeure, l'élection législative, après la présidentielle, bien sûr, mais ça reste une élection majeure. Il ne faut pas se tromper dans bien ce entendu. dit. Ce que je veux dire, elle a toujours le dernier mot, mais vous savez, si le Sénat veut bloquer, c'est là où je suis d'accord avec Samuel Lafont. Si le Sénat veut bloquer, il peut bloquer. Il faut aller voter le 12 et le 19 On est tous d'accord là-dessus. Voilà, et dans 15 jours et dans 3 semaines pour le second tour, c'est une élection législative, enfin 577 élections, c'est vrai de le dire, et donc c'est là qu'il faut essayer de mobiliser les électeurs, quel que soit leur vote. Mais effectivement, les taux d'abstention généralement aux législatives sont énormes. Et la différence avec le Sénat et l'Assemblée, c'est qu'au Sénat, c'est les grands électeurs qui votent, et c'est vrai qu'il faut le dire, alors que l'élection législative, c'est une élection au suffrage universel direct. Mais c'est un magnifique contre-pouvoir, le Sénat. Samuel Lafont. Sur le Sénat, il faut bien avoir conscience qu'effectivement, le Sénat peut bloquer des lois, mais qu'il a surtout aujourd'hui un rôle de lanceur d'alerte, parce que, mine de rien, à la fin, ça a été dit, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc il ne faut pas simplement compter sur le Sénat pour bloquer des lois voulues par Emmanuel Macron dans les années à venir. Il faut se dire, je vais voter maintenant, sinon pendant 5 ans, c'est Emmanuel Macron qui fera ce qu'il souhaite au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Allons jusqu'au bout. Thierry Garrier. Je pense qu'il faudrait prendre le président de la République au mot et l'amener, le pousser, lui imposer presque une réforme des institutions. Mais il ne devait pas en faire une ? Oui, mais alors précisément, prenons-le au mot, une réforme qui ramène du temps long et qui ramène du temps long pour l'exécutif, qui permette de casser la concomitance des 2 mandats à 5 ans, le président de la République d'un côté, l'Assemblée nationale de l'autre, et qu'on revienne à ce qu'avait inventé de façon, à mon avis, géniale, le président de la République et Michel Debré, c'est-à-dire un mandat de 7 ans assez long pour le président de la République, voire renouvelable, ça c'est à discuter, hein. Et puis un mandat de 5 ou 6 ans pour les députés, à des moments différents. Ce qui fait que malgré l'autoritarisme réputé du président de Gaulle, eh bien, du général de Gaulle, eh bien, malgré tout, il y avait un régime relativement parlementaire en parallèle. Les deux existaient. Il y avait une forme d'équilibre où le Parlement n'était pas uniquement godillot et pouvait Mais déjà, mener... arrêtez-moi si je me trompe, mais pour introduire à la proportionnelle quelque dose que ce soit, il n'y a pas besoin de réformer la Constitution. Si, en partie. En tout cas, il peut y avoir en effet une loi organique. En 86, absolument, c'était le cas. Maintenant, pour faire une grande réforme sur le mandat présidentiel... ça, c'est autre chose. Mais rien n'empêchait Emmanuel Macron d'introduire une dose de proportionnelle pour ces législatives de 2022. Non. S'il le souhaitait, il aurait pu le faire. Ouais. Effectivement. Attendez, entre-temps, il y a eu une crise sanitaire gravissime il y a 2 oui, ans. Bon. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la guerre. Oui. En gros, et puis il a une tentative sur les retraites qui n'a pas fonctionné. S'il avait en plus sorti de son chapeau une réforme, on aurait dit halte au jeu, il modifie les règles. Bon, attention. Sauf à considérer que les Français sont très favorables à ce qu'on introduise une dose de proportionnelle dans cette élection. Quand on a le temps d'en discuter, moi je pense qu'avec la guerre et la pandémie et les gilets jaunes, il a eu quelques difficultés. Sur le mode de scrutin, Samuel Lafont, je pense qu'en fait c'est quelque chose. De la fin à Yves je ne dis pas qu'il faut aller dans un sens ou dans l'autre, mais sur le mode de scrutin, à mon avis, les Français, ce qui est important pour eux et ce qu'on peut résumer rapidement, c'est vous allez être représentés. Est-ce que vous êtes représenté à l'Assemblée nationale ou est-ce que vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale ? Est-ce que le mode de scrutin actuel vous permet d'être représenté à l'Assemblée nationale ? Et est-ce que surtout, là, c'est pour ça qu'on les invite à aller voter, si vous n'allez pas voter le 12 et 19 juin, je peux vous garantir que ces statistiques-là, malheureusement, c'est Emmanuel Macron qui risque d'avoir une majorité très large. Donc, allez voter si vous ne partagez pas les idées d'Emmanuel Macron, encore plus. Yves Damécourt, je vous laisse le mot de la fin en quelques secondes. Si on voulait vraiment que le Parlement soit vraiment les représentants du peuple et pas les représentants du président de la République, comme l'a dit excellemment Jean-Pierre Chevènement, il faudrait que en fait, les élections aient lieu le même jour. Et que les gens se mobilisent, puisqu'en fait, ils se mobilisent pour la présidentielle et que ce jour-là, ils aient 2 bulletins à poser, un pour le président et un pour le député. Alors, les gens vous disent, bah oui, mais on prend un risque de cohabitation. Mais moi, je note que c'est dans 3 périodes de cohabitation que finalement, les plus grandes réformes ont été faites. Et les Français l'appellent de leur vœu. Premier ministre de François Mitterrand. Quand Édouard Balladur était
Premier ministre de François Mitterrand et quand Lionel Jospin était Premier ministre de Jacques Chirac. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la cohabitation. Et l'avantage de la cohabitation, c'est que les missions du président et celles du Premier ministre sont bien établies et qu'il n'y a pas une confusion des genres comme c'est le cas actuellement. Eh ben, on se retrouve dans un instant avec un autre sujet. On ira à l'hôpital qui fait face possiblement à l'été de tous les dangers. À tout de suite sur Sud Radio. Et nos débatteurs ce matin, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Alex Darmon, journaliste politique et youtubeur avec sa chaîne Les Indécis, et Thierry Guerrier, journaliste politique et éditorialiste sur Sud Radio. Je voulais qu'on parle ce matin de la situation de l'hôpital qui fait possiblement face à l'été de tous les dangers. De nombreux hôpitaux en France font face à un manque de soignants et ferment déjà des services. L'inquiétude est très forte à l'approche de cette période estivale. Par manque de personnel, 120 hôpitaux sont actuellement contraints de limiter leurs activités aux urgences. Au CHU de Bordeaux, par exemple, entre 40 et 50% de médecins urgentistes manquent à l'appel. Alors Brigitte Bourguignon a donné une interview. La nouvelle ministre. C'est la nouvelle ministre, oui, la nouvelle ministre de la Santé a donné une interview cette semaine à nos confrères d'RTL où elle appelle à ne pas faire de catastrophisme, mais elle dit qu'elle ne réglera pas les problèmes en 48 heures. Elle promet quand même de prendre des mesures pour faire face à ce qui pourrait arriver cet été. Alors la situation à l'hôpital, cette crise, ces dangers, c'est du concret. Thierry Guerrier, vous avez un exemple dont vous vouliez nous parler. On est au moins trois, je crois, autour de la table à avoir lu hier sur Twitter le thread, presque le roman, ou en tout cas les différents épisodes décrits par une consoeur, Marion Mourgue, qui est journaliste politique au Figaro. Et Marion a accouché d'un deuxième bébé en 3 ans. Le premier, c'était avant le Covid, qui est passé par là, et on va voir le résultat. Et puis, 3 ans après, elle est effarée de ce qui vient de lui arriver, alors qu'elle accouche, c'était il y a quelques jours, dans une maternité d'un hôpital public, la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Et elle raconte quoi ? Elle raconte que le soir de son accouchement, il y avait 10 salles d'accouchement, 10 salles de naissance qui fonctionnaient en parallèle. Et pour ça, il y avait 4 sages-femmes seulement, 2 infirmières, 2 auxiliaires. Et par exemple, on lui dit, on va revenir, tout va bien, l'accouchement s'est bien passé. On va lui dire, on va revenir donner les soins au bébé et à la maman. On va revenir 3 heures avant d'avoir les premiers soins. On lui dit aussi, je reviens dans la matinée. Ça veut dire, je repasserai vers 17h. Et puis, on va venir vous voir. Ah là, faut traduire. En français courant, ça veut dire, on est en sous-effectif. Ça, c'est Marion Mourgue qui raconte tout ça. Ça peut sembler cocasse, ça peut nous faire sourire. La réalité, c'est que les parents doivent amener maintenant les couches eux-mêmes, parce qu'il n'y en a plus. On ne fournit plus ce genre d'objet. Voilà. Le Covid est passé par là. Le numerus clausus de Madame Marisol Touraine pendant des années. L'organisation aussi. Ça prendra des années avant de voir les effets de la levée du numerus clausus. Exactement. Alors il y a quand même une réforme, c'est la tarification à l'acte à l'hôpital qui a modifié l'organisation même, l'état d'esprit même de travail des soignants qui, sans leur dévouement, leur énergie considérable, parce que vous voyez bien, tenir 10 salles alors qu'on n'est que 4, et puis leur volonté tout simplement, et puis leurs compétences, on n'y arriverait pas. Yves Damécourt, derrière cette situation inquiétante, il y a quand même la question de l'attractivité et donc la question des salaires. Dans Paris Match cette semaine, quelques soignants ont publié leur feuille de paye. Une infirmière de jour, Camille, c'est 1916 € par mois. Jeanne, qui est médecin contractuel, 3400 € par mois. Finalement, le Ségur de la santé en 2020, c'est un échec ? Oui, tout ça, c'est un échec, mais c'est un échec qui date de plus longtemps que le Ségur de la santé. En fait, on s'aperçoit qu'au moment de la crise du Covid, il y avait eu des comparaisons entre l'hôpital allemand et l'hôpital français. Vous savez, il y avait plus de lits de réanimation dans l'hôpital allemand que dans l'hôpital français, alors que les effectifs dans l'hôpital allemand sont moins importants que dans l'hôpital français. Et on s'est aperçu qu'en fait, la France a fermé beaucoup de lits depuis 30 ans, et en fait, elle a ouvert des bureaux. Oui, c'est ça, les effectifs de soignants. C'est pas les effectifs totaux, les effectifs de soignants, oui. C'est les effectifs de soignants qui manquent. Il y a beaucoup de tâches administratives. Il y a 33% de mémoire dans le rapport de l'OCDE des effectifs de l'hôpital français qui sont consacrés à des tâches administratives, alors que c'était 25%
dans l'hôpital allemand. C'est 8% d'écart, c'est énorme. Parce que dans les tâches administratives, on a aussi des gens qui ont capacité à soigner, des médecins qui finalement n'exercent plus leur métier de médecin, mais qui sont des tâches de contrôle et d'administration ou de gestion, des infirmières, des aides-soignantes. On a un vrai problème, les gens sont très inquiets. On a des départements, je crois que c'est la Nièvre, où il n'y a plus d'hôpital public. Donc il y a un déménagement territorial énorme partout. Et il y a un problème d'attractivité des métiers, il y a un problème aussi de coopération entre l'hôpital public et les cliniques privées. Oui, mais derrière l'attractivité, il y a cette question des salaires quand même. C'est surtout ça. C'est ce que je disais, 900 € pour une infirmière. Quand on compare pour le coup... Il y a la question des salaires, mais en fait, une grosse partie des moyens des hôpitaux vont vers l'administration et la bureaucratie, alors qu'elle devrait aller vers les soignants, vers ceux qui sont... En fait, on a de moins en moins de services publics et de plus en plus de fonctions publiques. Et c'est tout ce sujet-là que l'on voit dans tous les services publics en France qu'il faut traiter. Vous avez parlé de Marion Mourgue, c'était édifiant son fil sur Twitter. Il y a quelques semaines, c'est Frédéric Bizarre, qui est président de l'Institut de santé, qui avait témoigné de son passage aux urgences. Et c'était du même tonneau. C'était incroyable. Il a attendu des heures dans le couloir. Mais oui, alors est-ce que ça montre, c'est que finalement, quand tout roule, ça roule. Au moindre grain de sable, on se retrouve dans des situations dangereuses. Alors moi, Alex Darmon. Juste une chose, bien évidemment, l'argent, il en manque considérablement pour la santé. Les infirmières, il en manque considérablement dans les urgences. Quand vous parlez aux médecins, partent en majorité dans les services privés, bien entendu. Mais ou à l'étranger. Ou à l'étranger, ça je pourrais pas vous dire. En tout cas, ce qui est certain aussi, c'est que il faut toujours regarder des deux côtés. Moi, je pense aussi que j'aime bien ce mot, je suis désolé, de la pédagogie aussi à faire. Quand vous allez aux urgences, quelquefois, il faut dire aux gens qu'il faut pas aller aux urgences pour rien. Et c'est aussi ça, d'un autre côté, le problème. Oui, il faut aller chez le médecin. Il faut aller chez le médecin. Il y a des gens qui viennent aux urgences, qui remplissent ces urgences quelqueis-fois. Mais parce qu'il n'y a pas de médecin. Non mais attendez, il n'y a pas de médecin en ville. Quand vous allez dans les urgences en ville, je peux vous le dire, moi ça m'est arrivé il y a 3 semaines, quand vous allez en urgence en ville, il y a des gens qui viennent pour rien et il y a des médecins en ville. Voilà. Donc je pense qu'il y a de la pédagogie aussi à faire, mais bien évidemment ça n'enlèvera en rien le fait qu'il y a des problèmes concrets dans l'hôpital public, mais il y a aussi de la pédagogie à faire de deux côtés. Souvent on dit aux gens, vous avez un problème, allez aux urgences. Oui, mais faudrait d'abord, il y a des déserts médicaux en France, et puis... Oui, mais je parlais des villes urbaines. Des zones urbaines. Il y a des zones où effectivement la seule solution quand son enfant est malade le soir, c'est d'aller aux urgences, même si on sait d'avance que c'est pas grave. Et puis, il faudrait peut-être demander aux médecins libéraux de remettre en place un système de garde. Samuel Lafont. Oui, prenons un peu de recul, s'il vous plaît. Je pense que sur ce sujet, comme sur bien d'autres sujets, on se rend compte, après de longues années, qu'en fait, quand les Français expliquaient qu'il y avait des soucis à l'hôpital, qu'ils attendaient de plus en plus longtemps aux urgences, qu'ils avaient du mal à se faire soigner, qu'ils avaient du mal à trouver un médecin généraliste ou qu'ils ont du mal à voir des spécialistes, en fait, il y avait un fond de vérité. Il suffisait simplement de tendre l'oreille et pas de se dire que les Français exagéraient, qu'ils avaient tort, qu'ils en faisaient des caisses. Non, les Français avaient raison. Il y avait quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'hôpital, au niveau de la santé en France, et dont on voit les résultats aujourd'hui. Je dis ça, mais ça a été le même sujet pour les enseignants. On en parlait il y a 2 semaines, je crois, ici, sur ce plateau, du problème pour recruter des enseignants. Et on se retrouve maintenant avec un manque d'enseignants et avec peu de Français qui veulent passer le CAPES parce qu'ils n'ont pas envie d'enseigner dans les conditions qu'on connaît. La réalité, donc, c'est qu'on a un problème qui est là depuis longtemps, dont tout le monde maintenant voit les soucis principaux, y compris dans les métropoles. Mais quand on parle des soucis quand ça arrive à Paris, ça veut dire qu'il faut voir l'État dans les autres grandes villes en France, dans les villes moyennes et dans la ruralité. Vous en parliez, clairement aujourd'hui, on a une véritable fracture rurale en France. Il y a plein de zones avec des déserts médicaux. Il faut que chacun ait conscience qu'en fait, il y a des Français qui doivent attendre des heures pour se faire soigner, qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres. Parfois, ils ne le peuvent pas. Je parle même pas du coût de l'essence aujourd'hui, mais parfois ils ne peuvent simplement pas se déplacer pour aller voir un médecin. Et on parle du système de garde, typiquement. Il y a plein d'endroits où il n'y a plus le système de garde qui est mis en place. On doit appeler SOS médecin. La réalité, c'est que les Français ont du mal à se faire soigner aujourd'hui. On parle d'attractivité également au niveau des métiers. Il n'y a pas SOS médecin partout. En plus, il n'y a pas SOS médecin partout. Mais au niveau des salaires et des revenus des personnes, ce qui est clair, c'est que si on est avec des métiers de responsabilité où les Français qui doivent tenir ces métiers se retrouvent à beaucoup travailler et avoir peu de revenus à la fin du mois finalement, et
j'ai pas envie de le faire. Donc il y a un problème global au-delà de la santé. D'un mot, Thierry Guerrier, vraiment d'un mot. Moi, j'aime bien finalement l'interpellation d'Alexandre Darmon, la façon dont il nous dit nous sommes tous responsables. C'est pas que les gouvernements ou que les politiques. Et donc, moi, j'ai envie de dire, laissons-les un peu s'installer et travailler. Et puis, on a tous notre part de responsabilité, notamment dans la façon de réfléchir si on va ou pas aux urgences. Merci à tous les quatre. Merci à Juliette, Joseph et Maxime qui étaient dans le cockpit aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour une heure d'échange passionnant sur la question des retraites. Peut-on se passer d'un report de l'âge légal à 65 ans? Quels sont les enjeux? Les Français ont-ils encore leur mot à dire sur ces choix de société finalement? C'est quoi en 2022 d'être retraité? On en parle après le journal de midi.